Dans la vie, il y a deux possibilités, subir ou diriger sa vie. En écoutant BTLV, vous avez choisi votre camp. Ici, pas de censure, pas de pub, seulement une autre information que celle délivrée à longueur de journée par l'ensemble des médias. Bob vous dit toute la vérité, tous les soirs 21h minuit sur BTLV. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur btlv.fr pour le 3e live de la saison. Comme le veut désormais la tradition, tous les mercredis pendant 1 heure en direct sans filet, une personnalité répond à mes questions mais aussi aux vôtres. Le live BTLV, c'est tous les mercredis en direct avec Bob. Ce soir, je vous propose de faire toute la lumière sur une société secrète pour certains, discrète pour d'autres, mais dans tous les cas, qui suscite toujours autant de questions, la franc-maçonnerie. Pour vous en dire toute sa vérité, j'ai le plaisir de recevoir un des hauts gradés de la franc-maçonnerie en la personne de Franck Foucret. Salut Franck. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir. Membre haut gradé, je le disais, d'une loge maçonnique. Vous avez fait votre première demande d'entrée en franc-maçonnerie à la Grande Loge de France en 1988. Cette demande se solda par un ajournement. Vous allez, vous repasserez plus tard. Comme vous n'aimez pas le refus, vous persistez, vous finissez par être initié au début de ce siècle à Casablanca, au Maroc, à la Grande Loge du Royaume du Maroc. Cette loge disparaîtra assez rapidement. Vous en fréquenterez une autre, vous la quitterez et vous avez fini votre 2e mandat de vénérable maître, de la Grande Loge mixte de Memphis Mizraïm à Paris. Alors, il y a quelque chose qui m'a étonné, moi, quand j'ai vu le dossier, c'est qu'en fait, vous avez demandé à être franc-maçon. La plupart du temps, c'est la franc-maçonnerie qui, vous demande de venir. C'est souvent, tiens, vu ce que tu fais, vu ta position, vu ton réseau, ce serait bien que tu nous rejoignes. C'est pas comme ça ? C'est aussi comme ça. Il y a 2 tiers des entrées, enfin des nouvelles entrées, des initiations, qui sont issues des cooptations, on appelle ça, et 1 tiers de demandes personnelles de quelqu'un qui envoie sur le site internet à l'adresse directement et qui dit voilà, j'aimerais devenir franc-maçon. Et à ce moment-là, le secrétariat transmet à une loge qui se trouve le plus proche de la candidat, enfin du domicile du candidat. Comment vous avez pu finir vénérable maître et avoir été écarté lorsque vous l'avez demandé? C'est quoi? Vous étiez trop jeune? Il y avait un problème? Qu'est-ce que ils vous ont regardé un peu le trou de balle et puis c'était pas bon? Alors non, j'avais un pantalon et avec un tablier d'ailleurs, c'est pas facile. Non, on regarde pas jusque là. Ah oui. On regarde surtout le cœur. D'accord. Ah, voilà. Ça, c'est la première chose. Non, c'est que faire une demande dans une loge, il y a 5000 loges en France, à peu près, entre 4500 5000 loges. Une loge, on fait une demande. La loge qui est rattachée à une obédience, des obédiences, il y en a en gros, on va dire 22, 25 de taille respectable. Ouais. Et puis, il existe des dizaines et des dizaines de micro-loges. Ah oui. Ouais. Et donc, vous faites une demande à une loge qui est donc rattachée à une maison mère qu'on appelle une obédience, une grande loge. Et dans cette loge, on vous refuse. Mais vous pouvez très bien aller faire votre demande dans une autre loge. On vous a refusé parce que c'est une loge politisée, vous n'êtes pas de la bonne couleur. On vous a refusé parce que les réponses que vous avez données ne correspondaient pas à ce qui était attendu. Parce que il y a 10 000 raisons. Parce qu'à l'intérieur, il y a un membre influent qui vous aime pas parce que vous n'avez pas les réponses qui lui conviennent. Donc, vous êtes refusé. Ça n'empêche qu'un jour ou l'autre, vous faites une demande ailleurs, vous pouvez rentrer. Alors, vous pouvez rentrer, vous êtes rentré, de plus ça s'est bien passé. Est-ce que, c'est une question qui revient souvent, est-ce que ça vous a apporté richesse, gloire et fortune? Richesse, gloire et beauté. Beauté, oui, ça c'est maintenant qu'il y a les caméras, tout le monde peut le constater. Ouais. Gloire, oui, la preuve, on me fait venir. Si je devais vous parler que de chasse et pêche, vous m'auriez pas fait venir. Ouais. Donc maintenant, la gloire, donc oui, peut-être un petit peu, mais non, ce que ça m'apporte, parce que c'est ce qui m'intéresse moi, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur mon cheminement initiatique personnel. D'accord. Ça m'apporte, et j'ai fait du chemin. Mais ça, on peut passer par la religion. Il y a plein de gens qui se plongent dans la religion, justement parce qu'ils sont en recherche, en quête, etc. Pourquoi pas être passé par là et avoir choisi la franc-maçonnerie? Le dogme. Ah ouais? Ah, le dogme. Moi, je parle de moi, je vais pas vous parler des 180 000 autres maçons, de France,
Il y en a 4 millions dans le monde. Je vais pas vous parler d'eux. Chacun a une bonne raison pour rentrer. Moi, c'est le dogme, et le dogme de l'Église catholique, en l'occurrence, de croire en un Dieu révélé, avec une foi indéfectible. C'était un problème. Et c'est un problème pour moi. Je dis pas, ma voisine, ma propre épouse, ou vous me dites, moi, je crois en Dieu, j'ai un grand respect. Je dis, c'est très bien, voilà. Chacun son choix. On mange pas tous du poisson le même jour ou de la viande le même jour. Chacun fait son choix. Là, c'est ça. Et ça, c'était mon problème. Or là, dans la maçonnerie, ce que j'ai trouvé, c'est la quête de recherche de vérité. C'est-à-dire qu'il y a un questionnement permanent, un doute permanent, et on chemine. C'est-à-dire que tous les jours, je vais trouver quelque chose de nouveau. Le jour où je crois que c'est une vérité et je m'arrête de chercher, j'ai fini. Et là, je commence à régresser. C'est un peu comme ramer à contre-courant d'une rivière. Et moi, cette idée-là me plaît. Et c'est ça qui m'a plu dès le départ, qui m'a fait entrer en maçonnerie. Ok. Quelle vérité vous avez trouvée dans la franc-maçonnerie? Alors ça, c'est intéressant, parce que si je vous donnais tout de suite une réponse, ça voudrait dire que je peux donner ma démission, j'ai plus rien à faire en maçonnerie, il n'y a pas de vérité. C'est que la seule vérité que je trouve au quotidien, c'est une recherche de moi-même. C'est-à-dire qu'un maçon est en quête perpétuelle de quelque chose? Exactement. D'accord. C'est un maçon qui... Ça peut durer longtemps. Mais ça dure toute la vie. Vous savez pourquoi? À la fin de la vie d'un maçon, on appelle ça passer à l'Orient éternel. C'est la grande initiation. Donc en fait, le maçon ne fait que de se préparer pour le moment où il retourne d'où il vient. Et le maçon n'explique pas d'où on vient. À la fin de votre vie, à la fin d'un maçon, est-ce que le maçon était à la droite de Dieu ou à la gauche de Dieu? Non, la question c'est, Dieu est-il à droite du maçon ou à gauche du maçon? Ou Dieu est-il franc-maçon? Mais c'est bien possible. Voilà. Il a dû être initié depuis. Alors, on parle beaucoup de secrets de la franc-maçonnerie, et je suis tombé sur une question, parce que, alors, je vous signale que vous pouvez nous poser toutes les questions, en tout cas, pas à moi, parce que j'ai rien à dire, mais surtout à mon invité, à Franck Foucret, via mon mail, bob@btlv.fr. Vous êtes nombreux à m'avoir fait part des vôtres, et il y en avait une qui est très intéressante, de Fred, du forum Au-delà du miroir, qu'on salue parce que on l'a déjà invité ici. La question était simple: que pensez-vous du livre du professeur Jean-Claude Lozacmer, historien et professeur émérite médiéviste, enseignant à l'université Rennes 2, Haute-Bretagne depuis 1964, donc un monsieur quand même qui a un peu de bouteille, qui ne dit pas n'importe quoi. Et alors pour lui, il dit, j'ai trouvé ça sur UniTV, sur la toile, qu'il a trouvé le secret de la franc-maçonnerie. On l'écoute, et puis on se parle juste après. Écoutez quel est le secret pour lui. Je suis au cœur du problème. J'ai trouvé le secret de la franc-maçonnerie. Il n'y a plus de secret de la franc-maçonnerie. On sait ce que c'est. C'est une religion semblable aux religions mystères de l'Antiquité. C'est une véritable religion, une religion à mystère, c'est-à-dire à initiation, et qui oppose deux dieux. Un dieu civilisateur présenté comme l'ami des hommes, et qui veut leur divinisation, et un dieu tyrannique, qui veut les dominer et les écraser, et qui est souvent représenté par un monstre à 3 têtes. Vous avez deviné de qui il s'agit. Nous sommes en présence d'une véritable inversion. Le Dieu bon, entre guillemets, c'est Lucifer, et le Dieu mauvais, c'est le Dieu de la Bible et l'Évangile. Et c'est cela le secret de la franc-maçonnerie. C'est son moteur. Elle lutte contre le Dieu des chrétiens. Et elle veut établir une civilisation anti-chrétienne, antithéiste, et une civilisation qui portera la révolte de l'humanité à son sommet. C'est assez dur comme propos quand même envers la franc-maçonnerie. Donc on a inversé, le Dieu que l'on pense bon, il est finalement mauvais, et Lucifer, que l'on dit être le diable, le démon, est plutôt le bien. Et la franc-maçonnerie veut mettre à mal l'humanité. Vous répondez quoi à tout cela? La question c'est comment il le sait. Ah oui, est-il franc-maçon? A-t-il cheminé toute sa vie? C'est dans ses recherches. En tant qu'historien, il a cherché, il a peut-être trouvé. Il a cherché sans être rentré dedans. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme si je faisais demain matin l'apologie, ou la critique de l'islam. Tant que je suis pas rentré pour prier toute une vie, comment je peux savoir ce qu'est l'islam? C'est d'ailleurs ce que certains disent quand on évoque l'islam, quand on leur demande vous avez lu le Coran, beaucoup disent non. Donc il faut l'avoir lu pour au moins pouvoir critiquer. Ça c'est première chose. Donc qu'il parle de la maçonnerie, moi je pose la question comment il le sait. Moi quand je dis la maçonnerie, je ne dis pas la maçonnerie, je dis la maçonnerie que moi j'ai vécue. Il existe, comme je disais tout à l'heure, pratiquement 5000 loges, des dizaines de grandes loges,
180 000 maçons, il n'y a pas 2 maçons qui vont vous donner la même perception de ce qu'ils vivent en loge. Ça, c'est la première chose. Vous avez des maçons très politisés qui rentrent pour changer l'extérieur de la société. Ouais. Et vous avez des maçons, dont je fais partie, qui travaillent sur eux. Et qui pensent qu'en travaillant sur nous, ça a une influence sur la société. D'accord. Alors que ceux qui travaillent sur la politique se disent changeons l'extérieur et ça fera le bonheur des êtres. C'est-à-dire ça changera l'intérieur. Alors ça c'est le premier point. Deuxième point, pour répondre vraiment à cette question, moi je l'ai écouté attentivement là, ce que vient de dire ce monsieur. Eh bien, ça me choque pas. Alors, je vais vous dire Bob, ça ne me choque pas. Que la franc-maçonnerie est inversée, que tout le monde pense que Dieu, comme on le définit, ce soit le bon et Lucifer finalement, qu'on définit comme mauvais, et tout soit inversé, ça vous choque pas? Mais ce qui ne me choque pas, c'est ce qu'il a dit, pour une raison simple. Il y a un auteur que j'aime bien qui n'était pas maçon, elle est morte il y a une dizaine d'années maintenant, c'est Elisabeth Kubler-Ross. Ouais, c'est je connais. une infirmière suisse qui a accompagné 15 000 personnes dans la mort, et elle a écrit des livres. Des livres sur la vie après la vie, en quelque sorte, un peu comme le docteur Maudit, sauf que il parle pas on parle du retour de ceux qui sont venus et de ce qui se passe après. Et alors, Elisabeth Kubler-Ross explique une chose, c'est que ceux qui sont revenus de la mort, d'une mort clinique, disent, nous avons vu le Dieu auquel on croit, les saints auxquels on croit, ce qui fait qu'il y en a un qui va voir l'archange Gabriel, l'autre il va voir Saint-Pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'archange Gabriel existe ou ça veut dire que Saint-Pierre existe? Lequel des deux ment? J'espère que je verrai Sharon Stone. Oui, mais le mieux ce serait d'être carrément avec à 30 ans, hein. Sharon Stone à 30 ans. Oui, c'est ça. Parce que le problème, si c'est dans 30 ou 40 ans, oui, c'est ça. ce serait mieux de voir sa fille si elle en a eu. Alors, donc, la réponse à ça, pour moi, parce que j'y ai réfléchi, et comme je n'ai pas de vérité et que je cherche, je vais pas vous donner une réponse toute faite. La réponse que je fais, c'est que celui qui revient et qui dit j'ai vu l'archange Gabriel, il a raison, parce que sa manière à lui d'exprimer ce qu'est le représentant de son Dieu, c'est l'archange Gabriel. Eh bien, ce monsieur qui parle, lui, il est convaincu qu'il existe Lucifer, le porteur de lumière. La lumière, ouais, c'est comme et ça. de l'autre côté, qu'il existe un Dieu bienveillant. Tout ça, ça existe pour lui. Eh ben, si ça existe pour lui, ça existe vraiment. Ça existe pour lui. Moi, il est fort possible que ce soit un Gadelu, grand architecte de l'univers, et que ce soit un grand architecte ou un grand horloger, qu'on l'appelle comme on veut, peu importe que j'imaginerais que ce soit un mécanicien, si quelqu'un de bienveillant dans cet univers, une représentation quelconque, vient me chercher au moment où je quitte cette terre, eh bien c'est parfait pour moi. Et puis si j'imagine ma mère ou mon père, ce sera parfait, c'est ma croyance. Moi j'ai pas de problème avec ce que dit ce monsieur parce que c'est sa représentation à lui. Maintenant qu'il dise j'ai percé le secret, il a percé un secret en effet. Et je pense, non, il y en a un, je pense qu'il a percé un secret, mais c'est un secret de la physique, c'est un secret de Polichinelle, c'est le secret de la dualité. Il nous parle d'une dualité, et moi je suis absolument d'accord avec ça. La dualité, justement, et c'est ce qu'on vient travailler en loge, c'est de dépasser cette dualité pour passer du binaire au ternaire. Et si on se dégage du ternaire, comme le dit le proverbe juif, entre deux solutions, choisis toujours la troisième. Mais c'est le principe de la maçonnerie, ce que j'exprime là. Et c'est de la maçonnerie, mais allez chez les catholiques, vous retrouverez ce même principe de la Trinité. Alors, quand on parle de la franc-maçonnerie, on parle fatalement de réseau, on pense au réseau, on se dit que à compétence égale, si vous devez embaucher quelqu'un, si vous êtes maçon et que c'est un frère maçon qui vient vous voir, vous allez embaucher le frère maçon, vrai ou pas? C'est vrai. D'accord. Ah, c'est vrai. On est d'accord. Mais attendez. Parce que j'ai eu plein de maçons ici qui m'ont dit c'est pas vrai, etc. Mais arrêtons. Ah non, mais moi je suis secret de Polichinelle. Moi je le pense. Voilà. Mais d'accord. depuis, écoutez, bon là je suis un peu retiré des affaires maintenant. À cause de mes cheveux blancs. Mais quand j'étais en activité et que j'étais maçon, j'ai un maçon qui se présentait, j'embauchais le maçon. Maintenant, quand j'ai un Sartois, un Manceau, un habitant du Mans qui se présentait, par rapport à un gars de Limoges, je prenais le gars du Mans. D'accord. Et Parce puis, que vous êtes du Mans. Et oui, et puis je faisais du karaté. Avant, je vous assure qu'un gars qui mettait sur son CV ceinture noire de karaté, c'est lui que j'embauchais. Parce que vous avez commencé votre carrière par le karaté. Et oui, voilà. Voilà. Donc, oui, est-ce que les maçons se donnent priorité? Bien sûr. D'accord. Maintenant, la question qu'il faudrait peut-être poser, je vais compléter votre question. Allez-y. C'est, est-ce qu'un maçon a obligation d'embaucher un autre maçon? Alors c'est ce qu'on dit un peu, c'est-à-dire qu'en fait... Franck, on dit souvent que quand même... on doit à la maçonnerie ce qu'elle vous a donné. Donc fatalement, si ce monsieur que vous avez embauché parce que c'est un frère maçon a, grâce au réseau, trouvé emploi, on imagine que si demain vous avez besoin de lui, il va être obligé de répondre positivement. Alors, Bob,
Si un maçon vient me voir, là, je vais sortir du studio dans 3 quarts d'heure, 1 heure, il m'appelle et me dit est-ce que tu peux me rendre un service? Je vais l'écouter très attentivement et je vais lui rendre un service. D'accord. S'il me dit voilà, j'ai du business à faire avec toi, et ce que je vous dis là, je vous dis la main sur le cœur, je vais faire 2 pas en arrière et je vais être très inquiet. Parce que faire du business entre maçons, c'est le meilleur moyen d'avoir des emmerdes. C'est exactement comme coucher au bureau. C'est le meilleur moyen de mélanger les genres. Donc, le business entre les maçons, ça se termine rarement bien. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai vu des maçons travailler entre eux, et au nom, justement, de la préservation du lien d'harmonie, eh bien, si ça se passe pas bien, on ne peut rien dire puisqu'on préserve l'harmonie. L'harmonie, c'est je m'engueule pas avec vous, vous engueulez pas avec moi. Donc si on a un truc à se dire, on pourra pas se dire les choses clairement. Parce que il faut préserver la stabilité de la loge. D'accord. Alors, écoutez, faire du business pour gagner 3 francs 6 sous, enfin des euros maintenant, je préfère aller faire du commerce ailleurs. Alors, peut-être pas du business, mais alors, on parle beaucoup d'hommes politiques maçons. On sait que notre Premier ministre, visiblement... L'été. Tout à fait. Il y a une question de Lydia qui m'a écrit sur bob@btlv.fr qui dit est-ce que la franc-maçonnerie est aussi fréquentée par des hommes politiques? Moi, je pense que oui, mais elle m'a dit oui, il faut la poser cette question parce que j'ai plein de choses à dire. Oui, bien sûr. Alors, la réponse est très simple, c'est que la Troisième République, 1870-1940, un homme politique sur 2 est maçon. Pourquoi? Parce que à l'époque, le pouvoir politique, dans son organisation historique, n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et à l'époque, les maçons avaient une réelle place à jouer parce qu'il y avait un espace à occuper. Donc les maçons, et surtout les maçons du Grand Orient à l'époque, qui est la plus grosse obédience, il y en a 52 000 sur les 180 000 qui sont aujourd'hui au Grand Orient. Eh bien, les maçons du Grand Orient, beaucoup de maçons du Grand Orient, étaient effectivement dans les sphères du pouvoir. Et donc ça a créé à ce moment-là une légende, appelons ça comme ça, c'est une légende. Une légende? Oui, mais une légende réelle, ça a construit une légende réelle, ça s'appuie sur du concret. C'est que les maçons ont été aux commandes, vraiment aux commandes de la réflexion, de ils ne le sont plus aujourd'hui? De l'action. Pourtant, on va voir quand même que... je vous donne les chiffres. Allez-y. Non, je vous dis non, mais si je vous donne pas de chiffres, à l'époque, 1 sur 2. Aujourd'hui, là, c'est 1 sur 10. D'accord, c'est quand même beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais il n'y a rien d'anormal à ce que quelqu'un qui soit en politique, donc au fait de la société, au fait des choses de notre monde, en quelque sorte, s'inquiète en même temps de sa spiritualité et se dise spiritualité plus action sociétale, comme on le fait par exemple, je parle du Grand Orient parce que c'est là où on retrouve assez régulièrement. On parlait tout de suite de notre Premier ministre. Il a été initié au Grand Orient. Cahuzac, qui a été suspendu du Grand Orient, c'est au Grand bien Orient. quand même. Mais oui. On aurait dû le satelliser, lui. Mais totalement, absolument d'accord. Je l'écris dans mon dernier ouvrage. Qu'est-ce qu'on attend pour le... Ça, il est une honte pour les autres maçons. D'accord. Alors, puisqu'on parle de politique, on s'aperçoit quand même que c'est assez... étonnant que tous les ans, les plus hauts gradés de la maçonnerie soient reçus à l'Élysée quand même. Il y a plein de... Alors, si on dit que c'est une association, on peut dire que c'est une association, la franc-maçonnerie? Ce ne sont que des associations. Moi, je vais monter une association. Juste une petite parenthèse. Je vais monter une loge est une association, loi 1901. Ok. Je vais monter une association pour les amis du saucisson. Bien que je n'en mange pas, je vais pas être reçu à l'Élysée. Pourquoi la maçonnerie est reçue à l'Élysée? Elle a quand même un poids beaucoup plus important que l'association qui lutte contre le saucisson sans gras. Alors, le saucisson sans gras, en 2015, effectivement, vous allez avoir une quinzaine d'adhérents et on vous fera pas rentrer à l'Élysée. Il est pas certain que ça ne marche pas. Mais votre association de saucisson, si elle avait été créée en 1717 et que elle avait aujourd'hui 180 000 membres, il est évident que les différents... C'est l'ancienneté, le poids... C'est l'ancienneté, le poids, la légitimité, parce que la maçonnerie, à part quelques écarts, elle s'est toujours bien comportée dans notre société. Donc, on reçoit le grand rabbin, on reçoit, en fait, que fait le président? Il ne fait que recevoir tous les représentants de ceux qui ont un peu de poids, de par leur quantité, de par leur position. Est-ce que pour autant le grand rabbin dit au Premier ministre écoute Manu, c'est sympa, mais je vais te donner les lignes de conduite pour l'année à venir? Non, il lui dit simplement, il faut savoir que la communauté juive aujourd'hui a telle problématique, a tel souhait, et ce serait bien si vous pensiez à nous. Eh bien là, le grand maître Daniel Keller, grand maître du Géo, donne ses orientations et dit voilà ce que pensent les maçons du Géo. Les maçons du Géo, pas la franc-maçonnerie. Daniel Keller n'a pas ce pouvoir-là.
Philippe Charuel, le nouveau grand maître de la Grande Loge de France, et c'était Marc-Henri avant, ne peut pas arriver en disant la franc-maçonnerie pense que. Il dit les maçons de la Grande Loge de France pensent que. Et Il y a des guerres parfois entre les loges ou pas? Il y a jamais de réelle guerre, mais il y a toujours des chamailleries. D'accord. Donc c'est-à-dire que c'est toujours des chamailleries fraternelles. Ouais. Voilà. Maintenant, je vous le. On s'engueule, mais on se tape dans le dos quand même, quoi. On se tape va se dans taper le la dos. cloche après, quoi. Voilà. Ça. Et D'accord. la moindre C'est pour ça que les mecs de droite, les mecs de gauche en maçonnerie, de toute façon, ils sont tous autour du verre de rouge, quoi. C'est ça. Oh bah ils sont comme à l'Assemblée nationale. Hein. C'est ça. Okay. C'est un peu le reflet de l'Assemblée et ça m'amène à vous oui. poser cette question de Dora qui m'a écrit sur bob@btlv.fr. Je rappelle que vous pouvez le faire et vous êtes nombreux à nous regarder en direct, donc n'hésitez pas aussi. Vous pouvez le faire par les réseaux sociaux. Réaction, commentaire via le Facebook. Bob vous dit toute la vérité ou le Twitter #BTLV. Dora me dit pourquoi pourriez-vous me dire, mon cher, elle s'adresse à vous, Franck, pourquoi d'un côté la franc-maçonnerie dit qu'elle n'est pas si puissante que cela, qu'il ne s'agit que de fantasmes, mais que d'un autre côté elle prétend être derrière certains changements dans la société, euthanasie, droit à l'avortement, les lumières, etc. Ah, là c'est la question. Est-ce que je peux rester 1 heure de plus? Bah allez-y. Parce que là ça On va s'en être- fout, hein, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Bon, alors c'est parfait. Vous connaissez le patron, c'est ça? Un peu. C'est parfait. C'est bon. Oui, bah, mais vous avez des amis maçons, donc tout est possible. Vous êtes bien présomptueux. Mais ils ont Non, mais- quel pouvoir, c'est connu. Ah mais ils veulent que je sois franc-maçon. Je peux vous dire que C'est vrai. depuis que je fais cette émission, je n'ai jamais eu autant de propositions. Alors. C'est quand même assez dingue. Hein. Je vous dis ça, je dis rien. Mais on va répondre à la question de Alors, Dora. on va répondre. Et je rassure, je ne suis pas franc-maçon. En tout cas, peut-être quand je serai vieux, je saurai. Mais là, j'ai trop de boulot. Moi, ça, votre truc, c'est trop de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas parler pendant une année, donc là, j'y arrive pas. Voilà le problème. Bon, déjà première chose, les francs-maçons, ça me pose un problème. Ah, encore une fois. Ben oui, parce que il y a pas les. Enfin, il y a quand même une idée commune, quand même, à la franc-maçonnerie. Franck, faut pas me la faire, quand même. Il y a quand même, voilà. Bah, c'est comme si je vous disais les chrétiens. Ouais, bah, il y a quand même une idée commune, hein. Il y a Dieu, puis il y a un mec qui est sur la croix, quand même. Donc, l'idée, déjà, au départ, Oui. est balèze, quoi, quand même. Oui, sauf que Les saints, tout ça, c'est un machin. peu comme dans l'islam, les sunnites, les chiites, on a un Allah, et de l'autre côté, on a des gens qui sont tellement pas d'accord qui se font des guerres. Oui. Eh bien, la maçonnerie, on a 5000 loges, une bonne vingtaine d'obédiences, un peu plus. Certaines qui sont à droite, d'autres qui sont à gauche. Certaines... Je croyais qu'il n'y avait pas de politique en... Non, mais il y a un regroupement par affinité, affinité sociale. On refait pas l'homme, en fait, hein, finalement. On refait pas l'homme, Mais non, c'est-à-dire... c'est-à-dire qu'on dit qu'en franc-maçonnerie, la religion est mise de côté, la politique est mise de côté, et puis finalement, l'homme se réunit quand même en groupe. Il y a des loges de droite, des loges de gauche, donc fatalement, la communauté, elle est obligée de se retrouver, quoi. La communauté se retrouve, Ouais. et en fait, comme je l'ai écrit dans les derniers ouvrages à apparaître au mois de février, on en Ouais, parlera peut-être tout bien à sûr, l'heure. on en parlera. C'est que chacun vit dans sa tribu, dans sa communauté, et on en sort difficilement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est certain que l'action sociale, il y a que ça de vrai, on a beau lui parler de spiritualité, la seule chose qu'il verra lui dans la spiritualité, et il fera des rites, et il fera ce qu'on appelle le rituel, il le fera. Mais une fois que le rituel est terminé, il se pose. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève pour dire l'euthanasie, la peine de mort, etc. Donc, si vous allez, par exemple, à la GLNF... Donc elle est pas puissante. Pour répondre, pour schématiser, Dora disait, est-ce qu'elle est puissante, la franc-maçonnerie? Est-ce qu'elle a de la puissance? Alors, est-ce qu'elle a de la puissance aujourd'hui? Ma réponse est non. Elle a du verbe, en tout cas. Elle est non. Non, parce que je ne suis pas la franc-maçonnerie. Je suis un franc-maçon. Je ne peux pas parler au nom de la franc-maçonnerie. Parce que déjà, si je parlais au nom de la franc-maçonnerie, vous avez différentes obédiences qui vont arriver. Mais nous, on pense plutôt Différemment. différemment. Donc, il n'y a pas deux maçons qui vont vous tenir le même discours. Malgré tout, 4 millions de membres dans le monde. Oui. Elle a une vraie influence, la franc-maçonnerie. Il y a combien de joueurs de tennis? Je ne sais pas. Ben non, mais il y a combien de joueurs de tennis? Nadal, il est très influent dans le monde du tennis. Eh ben je pense voilà. que quand il va à la Fédé en France ou à la Fédé dans son pays, en Espagne, déjà il demande des cachets parce qu'il est plus fort que les autres. D'accord. Mais dans tous les cas, il est, est-ce qu'il y a il a du poids. Oui, est-ce qu'il y a un complot Non, islamophone? mais vous répondez à ma Ou, question. Ça veut bien dire que si on a un peu fort et si on a un peu de pouvoir, on a une vraie influence. Ah ah. je réfléchis pour, je réfléchis pour bien vous répondre, parce que je Ouais. ne vais pas vous répondre tout de suite oui Ouais. ou non. Ouais. Si vous Mais c'est pas grave qu'elle ait du pouvoir, c'est juste une question oui ou non. Mais Ouais, je veux bien répondre. C'est que la franc-maçonnerie, on enlève la question. Ouais. Je la reformule un petit peu à la Georges Marchais. C'est pas. Ah, le carnage, taisez-vous. Taisez-vous. Ma réponse, c'est que si c'est le grand maître, par exemple, si c'est le grand maître de mon obédience, Ouais. où nous sommes 500,
il peut venir à la porte de l'Élysée, personne ne le fera rentrer. D'accord. Si c'est le grand maître de la grande loge, enfin la grande maîtresse de la grande loge féminine de France, on va la recevoir. Si c'est le grand maître du Géo avec ses 52 000 membres, on va le recevoir. Ouais. Maintenant, si c'est le grand maître et qu'il arrive et qu'il dit, il connaît Emmanuel et qu'il dit Emmanuel, mon ami, mon frère, enfin mon ex-frère, puisqu'il n'y est plus, il faudrait faire ça. L'autre, il a une pression derrière lui qui est autrement pire que celle des maçons. Ouais. C'est la pression du pouvoir financier. Et le pouvoir financier, vous croyez quoi? La haute finance derrière, qui a des intérêts, les grands lobbies économiques, qui eux se battent pour pouvoir imposer des lois, ils vont dire, les 52 000 maçons, dont certains ne connaissent absolument rien à la politique, donc une légitimité si ce n'est d'être membre de la franc-maçonnerie, quel pouvoir ça peut représenter? Donc, rien du tout. Donc il y a pas de, la franc-maçonnerie n'a aucun pouvoir en fait. Hein, Aujourd'hui, elle en a plus beaucoup. Non. D'accord. Et je dis bien, elle en a plus beaucoup. Elle a un petit peu quand même. un pouvoir de laboratoire d'idées, oui. D'accord. Moi, quand je vois, par exemple, des maçons défiler dans la rue pour des idées politiques, je me dis, mais non. Ça vous gêne? Mais oui, ça me gêne. Ça me gêne parce que c'est plus, aujourd'hui, ce n'est plus le rôle de la maçonnerie. Il y a des plateformes qui font ça des plateformes sociales qui font ça beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'il y a, C'est un avis personnel. est-ce qu'il y a des maçons qui se sont trompés dans en fait, ce qu'est vraiment la franc-maçonnerie? Est-ce qu'il y a encore des maçons qui rentrent en maçonnerie, justement, pour avoir un peu de pouvoir en politique, pour pouvoir avoir un peu de pouvoir dans le business? Il y a des gens qui sont, Mais Bob, j'ai fait un livre, vous m'avez invité il y a quelques mois, justement, sur ça. Ouais. Manuel de survie pour apprentis maçons voulant démissionner. Ouais. Pour parler, on parlait du Géo tout de suite. J'aime beaucoup le jeu de mots avec Manuel, hein. C'est ça. Je l'ai pas fait exprès. Ouais, oui, c'était bon. Mais effectivement, ça aurait pu. Ouais. J'ai voulu mettre François dedans, mais ça collait pas. C'était moins bien. C'était moins bien. Et j'aurais moins vendu, je le sens. Oui. Mais pour parler que de la principale obédience, et c'est les chiffres que l'on a, puisque le journaliste de l'Express, François Coche, qui n'est pas franc-maçon, a carrément appelé pour avoir les informations. Et lui me les a transmises après, et enfin les a mises dans son article. 2800 initiations il y a 2 ans, en 2013, 2400 sorties de frères. D'accord. Ça veut dire que, alors sortie, je dis bien sortie. Sorti ou écarté? Non, je dis sortie. Sortie, ça veut dire sortie parce que décédé, sortie parce que radié, sortie parce que démissionné. Ça veut dire que sur 2800, il en reste 400. Vous imaginez le nombre, alors on ne sait pas combien ont démissionné sur l'ensemble, mais on n'a pas 2400 morts sur 52 000 membres. Non. On n'a pas non plus des radiations, il y en a très peu, c'est assez rare. La preuve, on a même le droit d'avoir des comptes en Suisse, on n'est même pas radié. Mais 400 sur 2800. Ce qui veut donc dire qu'il y a beaucoup de déceptions. Pourquoi? Parce que quand vous avez quelqu'un dont la vie est morose, qui s'imagine qu'il y a un pouvoir, une petite pièce dans laquelle on se réunit, on entre, vous restez 1 an ou 2, on vous présente des êtres élus qu'on nomme Illuminati. Et là, d'un seul on va en coup, parler des Illuminati. vous arrivez dans une loge, et là, vous vous rendez compte que vos planches ressemblent à des planches de 5e, classe de 5e pour certaines. Ça ne change rien. Vous n'avez même pas le droit d'expliquer à l'extérieur ce que vous faites à l'intérieur. Il y a des cons franc-maçonnerie? Des cons. Bah, il y en a autant qu'à l'extérieur. Pourquoi vous voulez? Non, je pensais que quand on est soit coopté ou soit accepté, je pense qu'on essaie d'avoir quelqu'un qui est bien formé dans sa tête. Comme dans les radios, en fait. J'ai envie de dire, c'est comme dans les radios. Il y a des radios où il y a des mecs super. En fait, j'ai presque envie de vous dire, le reflet du nombre de cons qu'on trouve en loge doit être sensiblement le même que celui qu'on trouve dans les radios. Ouais. Voilà. C'est dans les médias en général. C'est ça. Oui, bon, les médias, si vous voulez, la proportion doit être la même. Non, mais c'est ça. Parce qu'en fait, le con, on est toujours le con de quelqu'un. Mais sûr. Faire attention, parce que des fois, on peut être celui d'un autre. Hein. C'est l'arroseur arrosé, oui. Bon, Dora me posait une question, puisque vous avez soulevé le voile des Illuminati. Pourquoi les francs-maçons sont-ils toujours mondialistes? Que pense-t-il du gouvernement mondial? C'est vrai qu'on a vu beaucoup, un peu moins maintenant, mais c'est vrai que le temps du règne de Napoléon... Sarkozy, souvent, on le voyait, on entendait les grands de ce monde parler du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial. Merkel y est allé de son gouvernement mondial aussi. Ouais. Obama, Sarkozy, et tout le monde, ça s'est affolé sur la toile. Ça y est, c'est le grand complot Illuminati. Il y a les francs-macs derrière. On est allé même jusqu'aux extraterrestres. Hein, donc voilà. Donc on va très très loin. Mais un rapport entre ces Illuminati. Est-ce que vous pensez qu'elles existent véritablement, vous? Et y a-t-il véritablement, parmi les francs-macs,
des gens qui sont très très haut placés dans un certain gouvernement mondial. Je pense pas que ça existe. Je crois pas. Alors je cherche, moi aussi, je vous disais tout à l'heure, je cherche. Donc, est-ce que j'ai une réponse? Si je vous dis non, ça n'existe pas, est-ce que je les ai rencontrés? Est-ce que vous seriez surpris de ça? Oui. Impossible. Pour moi, c'est impossible. Pour une raison très simple. C'est quand on voit le bordel, je répète, que c'est pour un vénérable maître d'une loge de 25 membres, pour réunir tout le monde et les mettre d'accord. Comment vous voulez prendre une obédience de 50 000 membres et les emmener tous dans la même direction? Alors comment vous allez mettre 4 millions de personnes où la moitié était royaliste, l'autre moitié était révolutionnaire, républicain? Comment vous voulez mettre d'accord tout le monde? C'est impossible. Regardez, on parle du mariage pour tous. Vous avez la GLNF qui est majoritairement contre. Vous avez le GO qui est pour. Alors, on va dire la maçonnerie, qu'est-ce qu'elle pense? La maçonnerie, elle pense rien. Ce sont des frères et des sœurs qui, avec des sensibilités différentes, sont pour ou sont contre. Donc, on ne peut pas. C'est pas possible. Et on a eu ça dans tous les. À chaque fois qu'il y a eu des conflits. Le meilleur exemple. Tiens, alors là, je sais plus si j'en avais parlé à votre antenne il y a quelques mois. Pinochet et Allende étaient francs-maçons. D'accord. Voilà. Allende a coopté, c'est son parrain, Pinochet. Il y en a un qui a assassiné l'autre. Donc on va dire, les maçons, si ce sont, on peut aller Montcalm et Wolf. C'est vrai que aussi se foutent en l'air, puisque vous parliez des chrétiens tout à l'heure, entre eux et des islamiques, des musulmans aussi. Enfin voilà, ça c'est pas le problème. Oui, sauf qu'on n'a jamais dit que les chrétiens ou les musulmans étaient liés par un pacte qui les rendait et qui gouvernait le monde. Ah, vous avez l'impression qu'il n'y a pas un maçons pacte chez les religieux? Mais bien sûr que si. Mais je suis en train de vous dire simplement que dans les religions, on les a jamais accusés de créer un complot, alors qu'en fait, on sait très bien que le pouvoir de l'Église, pendant quelques siècles, l'Église était aux commandes derrière tout un tas d'intrigues. Avec le nouveau pape, ça change un petit peu, visiblement. Vous avez vu, il a la Maison Blanche cet après-midi. Oui, mais il est en Fiat, en Fiat 500, c'est plutôt sympa. Donc voilà, au lieu de prendre une grosse voiture. En tout cas, Delphine sur le Facebook dit beaucoup de manipulation dans le discours. Donc vous êtes très très bon orateur pour elle. Oui, c'est un compliment qu'elle me fait, je la remercie. Voilà. Mais vous savez, je peux arriver, ce que certains auditeurs ont envie d'entendre, c'est oui, écoutez, je suis venu vous dire là, très bien, il y a un complot. On avait eu un haut gradé, je me souviens plus de son nom, Mathieu, je ne sais plus si que j'adorais. Il faisait beaucoup rire parce qu'il me disait. C'était pas Jean-Luc Maxence. Jean-Luc Maxence, je sais pas si vous connaissez. Il me disait, mais oui, la franc-maçonnerie est une mafia. Il me disait ça, il me disait parce que, mais ça, en fait, il me disait ça avec beaucoup d'humour, parce que il me disait ça par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, et vous l'avez avoué, entre deux personnes aussi compétentes l'une que l'autre, vous allez prendre donc le frère, parce que fatalement. Il y a une frère, et donc du coup il y a un peu de mafia comme voilà. Mais pourquoi c'est une mafia? Non mais c'est parce que c'est comme ça qu'il le disait, voilà. C'est un gars de mon village, je l'embauche, c'est pas une mafia, c'est parce qu'il y a une affinité. Et ça devient dur de trouver du travail parce que si on est noir, si on est arabe, si on n'est pas franc-max, machin, ça devient dur maintenant de trouver du travail. Non, parce que je vais vous donner le meilleur exemple qui soit. C'est une sœur de ma loge, donc j'ai pas lu ça dans le journal, c'est pas on m'a dit que. Une sœur de ma loge, je vous parle de ça il y a 3 ans. Elle habite dans les beaux quartiers à Neuilly. Ah, ça arrive. Et elle ne paye pas son loyer pendant 1 année. Un matin, à 10h, l'huissier est arrivé, il lui a dit, madame, vous partez, vous avez 2 heures pour quitter. Il met les scellés sur la porte. Il était maçon, l'huissier? Apparemment non, parce que sinon, ce serait évidemment arrangé, mais plus sérieusement. Elle a essayé de faire jouer toutes les... Vous imaginez, habiter 25 ans dans un appartement avec une terrasse de 80 mètres au-dessus, je connais l'appartement, je donne un petit coup de main au déménagement. Est-ce que vous croyez que des francs-maçons qui auraient un quelconque pouvoir, et elle est de ma loge, c'est quelqu'un de ma loge. Donc, la manipulation ou mon discours manipulatoire, est-ce que vous croyez que je connais quelqu'un à côté, on va laisser quelqu'un se faire mettre dehors? Ça n'existe pas. Donc, si on a un quelconque pouvoir, même mon pire ennemi, je le ferai pas mettre dehors. Donc, il faut m'expliquer comment c'est possible. Ou alors, je suis probablement dans une loge où on n'a aucune influence et je suis en dehors de la franc-maçonnerie. Mais si on est tous ensemble, on est tous ensemble. Manuel de survie pour apprentis francs-maçons voulant démissionner. Alors ça, c'est un bouquin que vous avez sorti. Puis il y en a un autre qui arrive en février, on aura l'occasion d'en reparler. Vous voulez réagir, je vous le rappelle, vous avez pour cela les réseaux sociaux, le Bob vous dites la vérité, ou le hashtag BTLV sur Twitter. On va faire un petit break, Franck Foucré, on se retrouve dans un instant, très belle discussion. N'hésitez pas, des questions sur bob@btlv.fr, il y en a d'autres qui arrivent. On parlera des Rose-Croix, des Rosicruciens dans un instant. Et puis, quel rapport entre la franc-maçonnerie, les Rosicruciens, etc. Restez donc avec nous, c'est le live, c'est tous les mercredis en direct.
Le live BTLV à suivre en son et en images sur btlv.fr. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Il y a quelque chose qui est très important. Vendredi, c'est le grand retour de BTLV TV avec Patrouille de France, Majorette et tout. Enfin, vous savez, comme d'habitude. Hein. Donc, j'aurai le plaisir de recevoir Natacha Calestrémé, que mon invité connaît, puisque vous fréquentez l'INRES de temps en temps. Franck, c'est ça? J'aime beaucoup l'INRES. Voilà. Et Natacha a collaboré à l'INRES, collabore toujours, et elle est réalisatrice du film Il communique avec les morts, qui a été diffusé sur M6 dans Enquête extraordinaire. Extrait de l'interview que j'ai réalisée, qui sera diffusée vendredi 21h. Écoutez. J'ai trop rencontré on a trop fait d'expériences comme ça, où je n'ai plus aucun doute. Je me souviens d'une fois, donc là c'était la médium, c'était Florence Hubert, je me rappelle avec Henri Vigneault, voilà, et qui sont deux grands, très très grands médiums, il y en a plein d'autres, hein. Comment dire, Henri avait, donc c'est un couple qui avait perdu aussi un jeune homme, 17 ans, fauché par un train, et il mettait toujours un pull, ce jeune homme, le pull de son père. Et au moment où ils vont voir Henri leur dit « Merci pour le pull ». Le truc incroyable, c'est que quand ce jeune homme est mort, le père, ça va me faire de l'émotion, le père a mis le pull à son enfant dans le cercueil. Ah oui. D'accord ? Merci pour le pull. C'est-à-dire que le truc s'est pas passé avant la mort, il s'est passé après la mort. D'où vient cette information ? BTLV.fr, c'est des émissions uniques. Bob vous dit toute la vérité. Et si on méditait ? Les affranchis de l'info. Et si on allait mieux ? La chronique série d'Anne Voirin, ou encore Et si on vivait bio? Si vous pensez être éveillé, BTLV est fait pour vous. Pour devenir membre, rendez-vous sur btlv.fr. Et oui, n'hésitez surtout pas à en parler, en tout cas. BTLV, un média rare, unique en son genre, car ici, c'est sans langue de bois, sans concession, que nous vous parlons, que j'invite quotidiennement, avec mes petits camarades de jeu souvent, des personnalités toutes spécialistes dans leur domaine. Et puis, c'est aussi l'occasion de vous réunir, vous qui avez une autre idée peut-être de la vie, de la mort, de la société. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer un site de rencontre entre personnes éveillées. Là encore, c'est une belle aventure. KundaliniPeople.net, le premier site de rencontre entre personnes éveillées. Amitié, partage, amour, rencontrez enfin des hommes et des femmes qui vous ressemblent. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur KundaliniPeople.net ou directement sur btlv.fr. Alors je sais que vous êtes dans les starting blocks, plus de 3500 personnes se sont déjà inscrites sur ce site, alors même qu'il n'y a qu'une page d'inscription. Dans les jours qui viennent, vous allez devoir, vous qui êtes déjà inscrits, remplir, éditer votre profil, et puis j'espère, je croise les doigts, j'en appelle qui vous voulez, que le site sera lancé à la fin du mois d'octobre. Important aussi, BTLV, c'est l'occasion aussi de vous proposer des tournées. C'est ce qu'on va faire avec Gizeh 2005. Vous connaissez Jacques Grimaud, Patrice Pouillard, respectivement informateur et réalisateur du film La Révélation des Pyramides. C'est une grande question. Qui a construit ces bâtiments incroyables? Il y a des pyramides dans le monde entier. Visiblement, elles sont apparues à peu près à l'époque partout. Qui est derrière ces édifices incroyables? On en parlera peut-être d'ailleurs avec mon invité dans un instant, parce que la franc-maçonnerie, il y a quand même une petite pyramide, donc on verra pourquoi. Dans tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que il y a une tournée qui démarre le 3 octobre à Poitiers. Vous pouvez vous inscrire, vous allez sur le site btlv.fr, si vous le regardez par ailleurs, eh bien vous cliquez sur l'onglet événements, vous réservez, vous pouvez même dîner avec eux si vous le souhaitez. Après, le 28 novembre, ce sera à Lille, et le 12 décembre à Poitiers. Gizeh 2005, c'est une tournée BTLV. Le live BTLV, réactions et commentaires sur le Facebook Bob vous dit toute la vérité et Twitter #BTLV. C'est un haut grade
gradé de la franc-maçonnerie qui est avec moi ce soir, dans ce live en direct sur BTLV, btlv.fr. Il s'agit de Franck Foucret, qui l'on doit manuel de survie pour apprentis francs-maçons voulant démissionner. On va parler, Franck, donc de ce rapport. C'est une question de Morgane sur mon mail bob@btlv.fr. Quel est le rapport, ou quel rapport il y a entre la franc-maçonnerie et l'ordre Rose-Croix, Amorque, etc. Aucun. Ah. Aucun. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Serge Toussaint. Que j'ai reçu ici d'ailleurs. Il y a une émission magnifique à regarder sur le replay TVA. Oui, que j'ai juste que j'ai vu quelques secondes. En fait. J'ai pas vu toute l'émission. Ce sont des voies initiatiques différentes. D'abord, il a existé une époque où les maçons et les rosicruciens étaient beaucoup plus proches. Ouais. Aujourd'hui, c'est une question de période, je pense, et probablement de choix. Là, j'ai envie de dire politique. C'est ce sont les grands maîtres ont le droit de se rapprocher des rosicruciens, enfin du moins de l'Amorque, et puis de faire des traités d'amitié s'ils le souhaitent. Mais là, actuellement, ça ne se fait pas. Il y a eu, à un moment donné, je me souviens, j'ai lu des choses là-dessus. Je crois que c'est une loge du Géo. C'est le Géo qui avait tenté de faire une conférence à l'espace Saint-Martin. Géo, c'est Grand Orient de France. Grand Orient de France, oui. Qui a tenté de faire une conférence en louant des locaux à l'espace Saint-Martin. L'espace Saint-Martin. Alors c'est là que nous ferons les prochaines rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Parce que le lieu est magnifique. Hein. Il est splendide. Et pourtant, je ne suis pas rosicrucien. Il est splendide. Leurs temples sont magnifiques. C'est voilà. Donc. Et ça avait été très mal vu par certains maçons, et pas du Géo, mais là du DH par exemple, du droit humain, et qui avait très très mal vu ça parce que à une certaine époque, les rosicruciens au travers de l'Amorque avaient été classés comme secte. Et ça ne reposait sur rien. Je suis allé chercher, j'ai près de moi des gens qui connaissent très bien l'Amorque, et à ma connaissance, toujours, parce que ça n'engage encore que moi, je n'ai jamais entendu parler d'une personne qui a été endoctrinée, qui s'est fait voler son argent, qui donne 10% de ses revenus, ou qui rien de tout ça. Je pareil, quoi. Que des gens qui cherchent à l'Amorque comme à maçonnerie. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de lien. Mais je vous dirais que si demain matin le maître le vénérable d'une loge rosicrucienne pouvait m'inviter, ce qui n'est pas, ça peut pas être fait puisque je n'ai pas été initié chez les rosicruciens, mais si on m'invitait, j'irais avec grand plaisir et j'ai autant de respect pour eux que je peux en avoir pour ceux qui travaillent sur la Kabbale, ceux qui travaillent sur le christianisme, tout ce qui est voie de développement. À partir du moment où c'est bon pour soi, ça ne fait pas de mal aux autres, c'est merveilleux, allons-y, tous les choix sont dans la nature. Question de Morgane toujours, de quelle manière la maçonnerie traditionnelle traite-t-elle la magie, la Kabbale, etc. Parce que c'est vrai que c'est très ésotérique aussi la franc-maçonnerie. Il y a des loges très ésotériques. Hein. Ah oui, parce que c'est ça, vous me posez là deux questions. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de la politique, maintenant on parle de l'ésotérisme. Alors, on peut pas tout faire durant une réunion. Vous êtes louches les francs-maçons. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça, tout est caché derrière le tablier d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il se met. Moi aussi, souvent je cache tout derrière le tablier. C'est ça. Mais ça c'est votre femme qui vous l'impose. C'est ça. Je m'en doutais. Donc, oui, donc il y a des loges où, il y a des loges. Pardon, je vais encore reprendre. Il y a des maçons qui travaillent la Kabbale parce que ça fait partie de leur cheminement. Ils ont choisi d'intégrer la Kabbale. Mais c'est une tradition ésotérique juive au départ. C'est ça. Est-ce que en franc-maçonnerie, dans les 3 premiers degrés qu'on appelle les loges bleues, est-ce que on étudie la Kabbale? Est-ce que ça fait partie du programme traditionnel de la maçonnerie plutôt anglo-saxonne ou de la maçonnerie égyptienne? La réponse est non. Donc, est-ce qu'on a le droit? Oui. Voilà. Alors, est-ce que maintenant, durant une tenue, on fait tourner des tables? Non. C'était très courant, et pourtant, les tables, aujourd'hui, ça ferait rire tout le monde. C'était très courant au 19e siècle. Notre société, tout cet ésotérisme était de bon ton. Est-ce qu'en franc-maçonnerie, on fait ce genre de choses? Non. Est-ce qu'on a des super-pouvoirs? Non, on n'a pas de super-pouvoirs. C'est assez marrant parce que, vous voyez, ça réagit quand même sur le Facebook. Bob vous dit toute la vérité. Il y a Caroline, qui me dit, votre invité est venu pour redorer le blason de la franc-maçonnerie, dire qu'elle n'est pas puissante, c'est un peu gros quand même, ou Flo Noël qui dit, moi je ne suis pas convaincu par le discours de ce monsieur. C'est quand même hallucinant, c'est que vous avez... j'ai toujours été très étonné, je vous cache pas, par le discours des francs-maçons, parce que effectivement, on a souvent affaire à des gens qui sont plutôt très explicites sur la franc-maçonnerie, qui nous présentent la franc-maçonnerie comme un espace de réflexion, d'études, de quête, et pourtant,
beaucoup veulent y voir autre chose, de plus secret, de plus puissant. Pourquoi? La réponse que je vais vous faire, c'est la même que celle d'une épouse qui dit à son mari, je suis sûr que tu me trompes. Mais le droit élémentaire, c'est la présomption d'innocence. Essayez, attrapez-moi la main dans le sac et ensuite accusez-moi. Ouais, mais là, vous connaissez l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'à un moment donné, ça a dû être secret, ça a dû être puissant pour que les gens aient encore cette perception de la franc-maçonnerie. c'est bien possible. Et puis, il est aussi possible que ce soit vrai. Je dis bien, il est possible que ce soit vrai, j'étais pas né, que certaines personnes en maçonnerie aient un charisme, une puissance hors norme, c'est possible. Il est possible, et là, c'est même pas possible, je les ai pas rencontrés, je les connais pas, j'étais né, mais il est possible aussi que des maçons se soient associés pour créer des choses malhonnêtes. Je vais vous donner juste un nom. P2. Ça vous dit quelque chose, P2, la loge P2 en Italie? La loge P2 se prétendait maçonnique, elle a été radiée, donc les maçons ne l'ont pas reconnue. Et ces gens-là étaient des gens puissants en Italie, qui se sont servis d'une loge maçonnique qui a été interdite pour pouvoir faire des escroqueries, des choses malhonnêtes. Ils ont tous fini en prison, enfin tous, ceux qu'on a pu mettre en prison. Est-ce que la maçonnerie des dizaines de milliers de loges qui existent partout, est-ce qu'on peut tous les accuser et les mettre dans le même sac? C'est pas possible. C'est comme de dire demain matin, écoutez, franchement, le christianisme, ce sont des pédophiles. Et oui, l'année dernière, il y avait 7 prêtres en prison pour pédophilie et une quarantaine d'affaires en instruction. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop pour les victimes. Est-ce qu'on peut, il y a 22 000 prêtres en France, est-ce qu'on peut C'est ceux qui ont été pris. Comment? C'est ceux qui ont été pris. Voilà, alors donc on va dire, les 22 000 sont donc discrets, ce sont tous des pédophiles et ils sont discrets. Ils cachent des choses et ils ont des petits garçons dans les... Non, c'est pas possible. Mais en même temps, c'est un peu l'image que les gens ont aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a tellement été... Parce que on a la sensation aussi que, pour en venir à cela, c'est que l'information aujourd'hui qui est diffusée un peu partout, jette souvent le discrédit, notamment vous le disiez sur les prêtres, mais c'est aussi sur les sociétés telles que la franc-maçonnerie, puisque on entend tout et on voit et on lit tout et n'importe quoi. Voilà. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais me rappeler, puis là je vais juste poser une question très simple à ces auditeurs qui se posent la question, qui disent ce monsieur, il ne dit pas toute la vérité. Je vais juste rappeler. 2400 membres en moins du Géo il y a 2 ans. Imaginez que le Géo représente le tiers de la maçonnerie. On peut considérer qu'il y a donc chaque année en France, si on fait un ratio, environ, à la louche, 5000 maçons en moins dans les loges. Ils sortent. Ce sont des gens qui sont rentrés dedans. On est d'accord? 5000 par an. Expliquez-moi pourquoi sur ces 5000, c'est quoi donc cette puissance secrète de la franc-maçonnerie qui fait que chaque année, il y a 5000 mecs et femmes qui sortent dans la rue, qui connaissent le secret abominable de la franc-maçonnerie, et il y en a pas un pourquoi vous en recevez pas plus souvent, qui viennent vous dire, bah moi j'étais à l'intérieur, et je vais vous expliquer. Je passe des heures à écouter le pour et le contre. Les gens comme Caillé, par exemple, comme Morgane Priest, voilà, ce sont des gens, je vais passer des heures à les écouter. Et pourquoi je les écoute? Parce que j'ai envie de savoir ce qui est pour, ce qui est contre. C'est le principe des sophistes grecs. C'est-à-dire que c'est pas simplement instruire à charge, j'instruis à décharge et je me fais mon opinion. Donc, quelqu'un qui me dit je suis pas d'accord, je l'entends. Maintenant, quelqu'un qui me dit je suis pas d'accord, explique-moi pourquoi, c'est quoi ton argument? Donc là, de dire c'est pas possible, avec tout ce qu'on entend que ce soit pas vrai, eh ben c'est la femme qui dit c'est pas possible, tu dois me tromper. Mais pour l'instant, tu m'as pas encore preuve. Voilà. Donc c'est je comprends cette logique. En fait, la vraie réponse à la question, c'est pas possible qu'on soit aussi malheureux et que les maçons ne soient pas responsables. C'est, en fait, on va le formuler comme ça. Et puis, c'est pas possible, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'il n'y ait pas des extraterrestres qui soient cachés derrière. Et ils sont peut-être parmi nous et probablement à la télé. Alors, on a appris quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez regardé la presse. On a appris que des chercheurs américains et australiens avait annoncé qu'il existait effectivement des univers multiples et que ça expliquerait beaucoup de phénomènes paranormaux. Les multivers. Voilà, donc on a un article sur le site btlv.fr. Lisez-le, c'est incroyable parce que c'est
j'ai l'impression qu'on vit dans un monde de science-fiction et ça s'accélère et on va peut-être comprendre beaucoup de choses. Et voilà, c'était une perche qu'on m'a étendue et je l'ai saisie pour en venir toujours à cette fameuse puissance qui fascine, qui est un fantasme peut-être pour certains. On va vous mettre une photo, vous qui nous regardez. Il existe de nombreuses représentations d'hommes comme Napoléon, Marx, Nietzsche, avec la main, vous savez, planquée comme on a l'habitude de voir la représentation de Napoléon, la main droite cachée sous leur veste. Ont-ils bien été des maîtres du second voile? Voilà. Est-ce que c'est une question, là aussi, qui a été posée par Morgane? Alors, je dois vous là, ça va être une confession. J'étais pas en franc-maçonnerie à l'époque où Napoléon y était. Oui, bravo. Ça, c'est une réponse, alors. Voilà. Première chose. Deuxième chose, de ce que je sais, Napoléon a jamais été maçon. En revanche, tous ceux qui étaient autour de lui l'étaient. D'accord. Son frère, enfin tout le monde. Les maréchaux avaient obligation d'être maçons. Donc la franc-maçonnerie finalement avait un pouvoir sur le pouvoir. En tout cas, peut-être pas d'influence, mais en tout cas de réflexion. Mais à cette époque, et c'est le seul exemple que j'ai réellement, c'est que Napoléon, voulant imiter les Anglais, a repris ce que les Anglais avaient chez eux, la franc-maçonnerie qui était anglaise. Ouais, bien sûr. Et donc, l'a mis chez lui. Et c'est la franc-maçonnerie moderne, parce qu'on dit qu'elle existe depuis bien avant. Oui, enfin, la maçonnerie que l'on pratique depuis 3 siècles, on va dire, qui existe officiellement depuis 4, depuis 1598. Mais donc Napoléon reproduisait ce que faisaient ses ennemis anglais. Donc là, on était dans une maçonnerie purement politique. Napoléon n'est jamais rentré dans une loge pour être initié à la connaissance des maçons. Les maçons se plaisent partout à dire un tel a été maçon, un tel a été maçon. Voltaire a été maçon. Ben oui, il a été maçon 3 semaines, il est mort. Mozart était maçon. Mozart a été maçon. Bon, donc on est là à se dire Victor Hugo. Non, Victor Hugo, son père était maçon, lui n'était pas maçon. Il y a quand même des grands noms, quand même, dans la franc-maçonnerie. Mais c'est normal. C'est une voie initiatique où on ne nous impose pas le dogme de Dieu. Et ça, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir cheminer pour moi. En même temps, on peut ne pas être sous le dogme de Dieu sans pour autant épouser la maçonnerie. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas sous le dogme de Dieu et je suis pas franc-maçon. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Oui, mais vous êtes journaliste et vous avez déjà une religion. D'ailleurs, il y a son acronyme qui est là, BTLV. Je suis certain qu'il se cache derrière des pouvoirs occultes. J'en suis certain. Question de Fred. Quelle est la véritable signification de la lettre G? Je parlais tout à l'heure de ces fameuses pyramides avec l'œil, etc. Et puis il y a aussi après le symbole maçonnique avec le G. C'est quoi? Alors il me dit, excepté la réponse toute faite, de la géométrie. Je suis un petit peu déçu parce que il m'a même pas enlevé ma réponse. Ben oui, parce qu'en mettant géométrie, ma réponse à moi, parce qu'en fait, quand on rentre en maçonnerie, ça fait partie du travail qu'on donne à faire à un maçon, c'est que représente pour vous la lettre G. Et donc c'est un travail de recherche pour découvrir soi-même. Moi, si on me pose cette question, je vais le dire à l'antenne, et la lettre G, pour moi, c'est grand architecte de l'univers. C'est le principe créateur de toute chose. C'est le principe qui fait, selon ma croyance, parce que tous les maçons ne vous donneront pas la même définition, qui fait que il existe un principe créateur. Si vous allez au Grand Orient de France, depuis 120 ans maintenant, on a retiré l'obligation de croire et de travailler dans les loges au nom du grand architecte de l'univers. Donc, on prête serment sur les constitutions de l'obédience, mais pas sur le grand architecte de l'univers. Mais pour moi, c'est quoi le G? C'est le grand architecte de l'univers, c'est le principe créateur. Voilà, c'est ma réponse. C'est ma réponse, c'est ce qui me vient tout de suite. C'est tout de suite ce que ça symbolise pour moi. Maintenant, tout à l'heure, vous parlez du triangle, la pyramide avec l'œil au milieu. Pour ceux qui visitent des églises de temps à autre, sans être pour autant chrétiens, il y en a partout des triangles avec l'œil au milieu. C'est pas un principe que les maçons ont inventé. Et c'est un principe qui repose sur le principe ternaire. Et là, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En maçonnerie, c'est le ternaire. C'est-à-dire sortir de la dualité. Sortir de la dualité, c'est sortir du principe qu'il existe des bons et des méchants. Qu'il existe nous et puis les autres. Eh bien, c'est le principe aussi qu'il existe une troisième possibilité. C'est sortir de ça et voir les choses autrement. Jusqu'où la franc-maçonnerie s'est inspirée de cultes païens elle a pris des choses
Elle n'a fait que ça. Ah. Elle n'a fait que ça. J'ai suivi des rites africains. Quand on reprend des rites du Biti, du vaudou, vous reprenez des rites de partout, vous retrouvez des fragments, des choses qu'on retrouve dans nos initiations maçonniques. Donc la maçonnerie, pour moi, elle n'a pas inventé grand-chose. Elle n'a fait que de reprendre des rites ethnologiques qui existent dans des tribus ou des contrées lointaines depuis des milliers d'années. La maçonnerie prend, agrège, se sert de ça. C'est une voie initiatique. Donc tout ce qui est bon pour d'autres depuis des centaines d'années, on le reprend en maçonnerie. Et s'il y a un symbole ternaire qui nous permet de sortir du binaire qui est utilisé par les chrétiens et que même avait repris chez Mitra, parce que on parle de Mitra tout de suite, quand on reprend l'église chrétienne, elle n'a fait que d'appliquer ce que Mitra appliquait déjà depuis bien longtemps avant. Donc on n'invente rien. Notre calendrier chrétien est calé sur des fêtes qui existaient déjà sur le calendrier agraire. Donc en fait on n'invente rien, on fait que de construire dessus. Si vous allez visiter Chartres, on va vous dire que le fameux puits qui se trouve dans la crypte existait déjà et que c'était utilisé par des druides à l'époque. Alors on va vous dire, les druides, mais comment est-ce possible? Bien sûr. Et puis des druides, il en existe encore. Il y a des rites druidiques, j'ai déjà participé. On est parti à Brocéliande avec une centaine de membres BTLV. On a fait une émission de télé avec Jean-Claude Capelli, qui est un druide magnifique. C'est à voir sur le site. On est toujours fasciné, en tout cas, parce que tous les gens qui bousculent un peu la franc-maçonnerie sont aussi un petit peu fascinés. On bouscule un peu ce qui nous fascine aussi. Donc voilà, c'est toujours un peu pareil. Il y a Delphine sur le Facebook. Bob vous dit toute la vérité, me dit pourquoi il y a des symboles maçonniques cachés dans les films, pubs, etc. Alors Delphine, si vous pouvez préciser quel film, dans quel pub, etc., ce serait toujours très intéressant de poser la question à Franck Foucret. On voit effectivement le côté fantasme. Ou réalité, qu'est la franc-maçonnerie, en tout cas ce que ça suscite sur la toile. Et on parle beaucoup, on a parlé d'ésotérisme, etc. Est-ce que vous traitez, ou il y a des loges qui traitent, par exemple, de l'Atlantide, des extraterrestres, des civilisations d'autres mondes, etc. Oh oui, j'en suis certain. Ah oui? D'accord. Ouais. Est-ce que c'est au programme de base de la franc-maçonnerie? Non. Mais est-ce que ça peut exister? Bien sûr, tout existe en franc-maçonnerie. Okay. Chaque loge est souveraine. Alors tiens, ça c'est intéressant. Là, je suis en train de vous donner une information, c'est que chaque loge est souveraine. Un grand maître d'une obédience, même s'il y a 1200 loges en dessous, n'a pas le droit d'aller voir un vénérable et de dire au vénérable, je te dis tout de suite, cette année, l'Atlantide, tu oublies, je t'en parle pas. Il n'a pas le droit. Et le vénérable est là que par la volonté des maîtres qui l'ont élu. Ce qui veut dire que le pouvoir d'une loge ne repose que sur les maîtres, c'est-à-dire les 3e degrés, ceux qui sont au 3e degré des loges bleues. Donc quand vous voulez faire une planche, par exemple, vous devez la soumettre quand même, non, cette planche? L'idée de la planche. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, donc on peut la refuser. Vous dites on peut la refuser. Le vénérable dit, écoute, ta planche là, désolé, mais on peut pas la mettre au programme cette année, ou tant que je serai vénérable, tu ne passeras jamais ce sujet parce que moi ça va contre mes convictions. Il n'y a pas un côté un peu too much, les Américains disent TMI, too much information, vous savez, sur le rituel, le grand maître, le vénérable. C'est quoi tout cela? On veut garder une certaine tradition? Alors, c'est pas pour garder une tradition désuète, ça n'a rien à voir avec ça, c'est simplement un principe de rituel. Un principe de rituel, c'est que, qu'est-ce que ça peut être stupide? C'est très religieux le rituel. Mais c'est les religions qui ont pris le principe du rituel. C'est religieux. C'est parce que vous connaissez, et nous connaissons tous, la religion. Mais religion, ça vient de religare, qui veut dire relier. Donc relier à autre chose. Et ce quelque chose d'autre, c'est simplement la conscience qu'il existe autre chose que la matière, il existe des forces de l'esprit. Alors, pour ceux qui sont hostiles à ça, je leur dirais, comment peut-on croire qu'il existe un complot et qu'on ne croirait pas qu'il y a des forces de l'esprit? Moi, j'y crois. Mais ça, c'est mon droit le plus strict, et quelqu'un qui n'y croit pas fait ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qu'on fait en loge? On met simplement en place des rituels, tout comme, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a beaucoup de gens stupides en France, ils achètent un sapin en fin d'année, ils mettent des boules dessus, ils mettent un cadeau, mais je trouve ça tellement stupide, pourquoi pas tous les 3 mois offrir un cadeau à son gamin? C'est un rituel. Et si on supprime ce rituel, on supprime quelque chose qui va construire l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on fait en maçonnerie? C'est too much, on met des boules. Il y en a plein d'ailleurs qui ont des boules autour. Mais c'est la même chose, je dis, ce sont des sapins de Noël. On dirait des dignitaires de l'armée soviétique, avec plein de médailles. Oui, dès qu'ils sortent, ils sont dans la rue, ce sont des gens, mais totalement insignifiants. Mais quand ils sont en loge, en fait, on reconnaît, il y a un cadre,
On accepte ce cadre, on joue avec. Et attention, ce que je dis là est important, c'est qu'on joue avec. On joue avec le cadre, parce que savoir où se trouve ce cadre permet de s'appuyer dessus pour passer à autre chose. Donc si on reste là à dire oh là là, je vais me prosterner devant le grand maître, et qu'on va passer sa vie à se prosterner devant le grand maître, là ça s'appelle c'est un peu le totem, vous savez, on se dit devant et puis on peut passer sa vie. Ben moi je me pose la question, je connais des gens qui ont passé leur vie devant une croix avec un petit bonhomme dessus, à dire s'il te plaît, fais-moi gagner au loto. Et ça, eh bien je vois pas la différence entre ça et une tribu africaine où ils sont en train de se prosterner devant un totem. En revanche, si on utilise cette croix et ce petit bonhomme pour se connecter à ce qu'on a de meilleur en soi, on fait un progrès, on fait un pas devant. Et quand on sort de l'église, quand on est en relation avec un humain, on sort le meilleur de soi-même. Et le meilleur de soi-même, c'est son humanité. Et ça ça permet de sortir de la dualité. Ça permet de passer au ternaire. Voilà. Alors, à quoi servent tous ces rituels? Eh bien, ça sert à passer outre. Ça sert à passer outre et à se connecter à autre chose. Donc, on utilise ça un peu comme les enfants jouent en disant, ben voilà, tu vas être le docteur. Ah bon, on va dire, mais c'est un peu stupide, c'est puéril. Oui, bah écoutez, c'est puéril aussi de se mettre à genoux et de dire, mon Dieu, prends soin de ma mère qui vient de mourir, hein, ça peut être stupide aussi. Mais en attendant, on fait tout ça quand on a notre mère qui meurt, parce que, quelque part, on se dit, c'est pas possible que ce soit fini, et c'est pas possible qu'il y ait rien derrière. On veut qu'il y ait quelque chose derrière. Et je connais plein de gens qui disent, je crois en rien, je crois pas en Dieu, mais dès qu'il leur arrive le moindre problème, on détecte un cancer chez leur femme, ils sont les premiers à prier, on ne sait qui, pour dire, prends soin de ma femme, s'il te plaît, l'emmène pas tout de suite. Donc, mais là, il faut être confronté à l'extrême. Mais ça, ils le font par la peur. Chacun y va par un chemin volontaire. On est bientôt arrivé au terme de cette émission. Déjà, je crois qu'on a même dépassé. On a dit 2 heures, Bob. Ouais, mais on fera pas 2 heures, je pense pas, parce que après il faut, vous savez, après. C'est un complot. Comme vous l'avez dit, je suis le patron et après j'ai des heures supplémentaires. J'ai pas d'argent. Là, je comprends. Voilà, donc, Non, regardez-les en régie, là, ils sont là. Après, ils demandent des sous. Oui, Bob, j'ai travaillé 2 heures de plus. Des sous. Bob, il y a encore une petite question sur Facebook qui demande est-ce que la franc-maçonnerie influence les lois au Sénat? Ah, parce que je voulais la poser. Ah, voilà. Je n'étais pas sûr que tu l'avais vu ou pas. Voilà, ils veulent me piquer ma place. Ça y est. Alors, ça va me permettre d'aller jusqu'à la dernière question, Marine Le Pen, etc., parce qu'on va poser une question justement. Encore une fois, c'est toute la question qui, qui interpelle le plus, c'est le pouvoir, celle du pouvoir. Est-ce que finalement ces francs-mags auront une influence sur le pouvoir, sachant qu'ils sont déjà à l'Assemblée, souvent francs-maçons? Alors, 1 sur 10, vous me disiez, c'est déjà beaucoup. Oui. Alors, je vais déjà replacer des choses. Tout à l'heure, on m'avait présenté en disant c'est un haut gradé de la franc-maçonnerie. Donc, on dit forcément c'est quelqu'un d'important. Mais je ne suis pas quelqu'un d'important. Je n'ai plus aucun pouvoir dans ma loge. Je n'ai aucun mandat dans mon obédience. C'est parce que vous avez fini, c'est ça J'ai fini. Donc vous l'avez eu. J'ai eu un rôle électif. J'ai été élu pendant un certain moment. C'est comme si j'avais été député et que je redeviens monsieur tout le monde avec aucun mandat. Donc je n'ai aucun mandat actuellement. Je ne représente pas la franc-maçonnerie, je représente que moi-même. Ça, c'est premier point. Vous n'avez pas une retraite Non, il n'y a pas de retraite assurée, comme malheureusement. Les députés, comme ça. Alors, maintenant, j'ai des grades par mon travail, pas par mon élection. Et donc, quand j'obtiens un grade, mon grade, je vais continuer à fructifier mon grade. Pourquoi? Parce que je continue à travailler sur la spiritualité, sur mon travail, mon chemin maçonnique. Ça n'a rien à voir avec mon mandat. Alors ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, il peut y avoir un maçon au grade d'apprenti qui vient d'être initié depuis 3 semaines et qui est sénateur, député ou ministre. C'est tout à fait possible. Faut bien se dire que, par exemple, on parlait tout à l'heure de notre Premier ministre, quand il était maçon, il a été apprenti. Donc, il était homme politique, apprenti. Bon, ben voilà. Lui non plus parlait pas, il a pas parlé pendant 1 an? Je ne sais pas, j'étais pas là à ce moment-là. D'accord. Donc, puis ça fait très longtemps qu'il a arrêté. Donc, j'ai pas connu, c'est ce que j'ai entendu dire. Et de quoi? Il a arrêté de peur qu'on lui reproche un jour? Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas, j'ai aucune. Vous n'avez pas d'infos là-dessus? Non, aucune info. Non, j'ai appris. Enfin, j'ai fait comme tout le monde. J'ai appris par le journal parce qu'on pose la question. On dit tiens, Emmanuel Valls. Ben oui, Emmanuel Valls y était. Tout comme il y a eu, on peut en trouver des centaines et des milliers. Maintenant, est-ce que la franc-maçonnerie, mais au travers de qui? Ces personnes, la franc-maçonnerie, c'est un ensemble de gens qui sont élus pour une période d'1 an renouvelable et qui ne sont jamais les mêmes. C'est-à-dire que le grand maître de la Grande Loge de France l'année dernière, Marc-Henri, n'est plus là, c'est plus lui. Alors qu'il n'y a pas un grand taulier... Mais il n'y a aucun grand taulier de la maçonnerie mondiale. D'accord. Ça n'existe pas. Alors déjà, il n'y a pas de taulier de la maçonnerie mondiale. Le taulier de chaque obédience change tous les ans ou tous les 3 ans. Expliquez-moi, à ce moment-là, le taulier de chaque loge, 5000,
tous les ans son mandat est remis, et tout le monde doit devenir taulier un jour ou l'autre. Ça fait partie du travail maçonnique. Si vous avez un timide... si vous avez les compétences quand même et l'intelligence. Et si vous êtes élu, surtout par vos pairs, et si vous vous présentez. Donc voilà, maintenant, est-ce que tout le monde peut devenir grand maître du Grand Orient de France? Bien sûr que non. Et puis, il y a des jeux politiques et des intrigues pour arriver là. Mais vous imaginez... C'est comme à l'Assemblée, finalement. Mais oui, vous imaginez 52 000 personnes en dessous, vous passez sur les plateaux télé, on vous fait venir sur le plateau de Canal+, et puis on vous écoute sur France Inter. Combien de frères ou de sœurs aimeraient pouvoir être à cette place? Donc évidemment, ça suscite. Mais là, c'est pas le maçon. Donc il y a une quête de pouvoir. Il y a une quête de pouvoir à ce niveau-là. À ce niveau-là, il y a une quête de pouvoir. Mais certaines personnes, vous pensez, rentrent en maçonnerie justement pour avoir peut-être quelque part un peu de pouvoir. Au sein même, se dire voilà, j'existe. Beaucoup rentrent. Et là, c'est la désillusion. Parce qu'ils arrivent, ils se disent mais merde. J'ai pas le pouvoir que j'attendais, il raconte rien d'intéressant. J'ai fait initier, moi, une femme que je connaissais, elle est entrée, elle dit, mais il y a pas beaucoup de choses sur le boutin, hein. Parce que, mais je vous assure. Oui, mais là, elle est un peu bête, quoi. Non, elle est pas bête. C'est que dans son imaginaire. On peut très bien marcher sans du boutin. C'est possible. Sauf que dans son imaginaire à elle, il y avait de l'or sur les murs, c'était des académiciens c'est les ors de la franc-maçonnerie, c'est ça. Et il y avait des discussions d'un niveau intellectuel tel que forcément elle allait impressionner. Pas du tout. la question. Vous savez, c'est un petit peu comme ce film, La Dernière Croisade avec Indiana Jones. Le calice du Christ, dans le film on le voit, il est en bois. C'est celui d'un charpentier. C'est celui d'un charpentier, c'est pas celui en or. Et donc on entre en maçonnerie pour trouver des ors. Celui qui vient pour chercher l'or, eh bien le seul or qu'il trouve, c'est celui de son cœur. S'il cherche autre chose, il le verra pas, il va repartir. Parce qu'il faut de la patience, il faut du travail. Voilà. Alors maintenant celui qui rentre, qui a la patience, le travail, peut rentrer dans certaines obédiences où on y parle politique et on se donne l'impression d'avoir du pouvoir. Mais concrètement, le vrai pouvoir maçonnique, quelques obédiences ont l'oreille des princes et des ministres, c'est vrai. Mais ils ont l'oreille comme n'importe quelle plateforme démocratique où on représente du monde et on dit, mais 50 000 membres derrière pensent que. Demain matin, chasse, pêche et tradition a 50 000 membres et il dit, bah voilà, je représente ça, on l'écoute. Qu'est-ce qu'ils font tous les hommes politiques? Ils essayent de fédérer du monde pour être écoutés et négocier après des avantages quelconques. Mais là, on est dans le pouvoir, on n'est pas dans la quête maçonnique. Il y a une réflexion de Mathieu Gravelet sur Bob sur le Facebook Bob vous dites la vérité. À quoi ça sert de rentrer dans la franc-maçonnerie aujourd'hui alors qu'on a BTLV maintenant? C'est vrai. Ah ouais. Et à l'époque ils avaient des secrets et les cachaient alors que là on dit tout en fait. Mais vous savez, on ne dit pas tout. À la franc-maçonnerie on dit pas tout. Mais non, on ne dit pas tout. Pourquoi l'initiation n'est pas révélée? Parce que l'initiation, si on la raconte, si on la montre à la télé. Pourtant il y a des bouquins qui sont sortis sur les rites initiatiques. Franc-mac. Mais oui, mais c'est des faux. Mais c'est pas non, ce sont pas des faux. Les francs-maçons sont des menteurs. Bon, si vous cherchez sur Internet les rituels à tous les degrés, je dis bien tous les degrés, vous cherchez les rituels, vous cherchez des initiations. J'ai des initiations sur Internet intégrales depuis le début jusqu'à la fin. Si vous regardez ça sur Internet, vous regardez, eh bien le secret, vous vous privez de ce secret. Pourquoi? Parce que vous allez voir ce que l'autre a vécu et ce que vous vivrez au moment où vous le vivrez ne pourra plus jamais être la même chose puisque vous serez privé de la surprise qui va venir provoquer quelque chose en vous. Ça fait peur un peu, pareil qu'on a les yeux bandés, tout ça machin, donc il y a un côté un peu flippant. Quoi. Et pourquoi on bande les yeux à votre avis? Pour justement amplifier ce côté réceptivité intérieure. Donc le rituel n'a pas instauré bander les yeux parce qu'on est des sadiques et puis on veut faire peur et puis on va trancher la gorge d'une vierge ou d'un chat noir. Ça, c'est rien de tout ça. Il y a personne qui souffre durant l'initiation. On ressent des choses. Vous savez, j'ai expliqué dans mon dernier ouvrage là qui sortira. Ah, il s'appelle comment d'ailleurs? Il va s'appeler comment, on sait ou pas? La franc-maçonnerie mise à nu. Ah, c'est bien. et donc. Vous serez à poil sur les ouvertures? Bah, évidemment. Bien sûr. Ça va de soi. Demain, ça va se vendre. Demain, j'enlève le bas. C'est ça. Mais, donc, j'explique, c'est quoi l'initiation? Eh bien, l'initiation, j'expliquerai pas là vraiment ce qui se passe dans l'initiation. Je prends un parallèle. On monte un escalier. Imaginez, vous montez un escalier. On vous retourne pour vous mettre les talons dans le vide. Et on vous dit, voilà, vous êtes à 2 mètres du sol. Quand vous le désirerez, vous vous laissez tomber en arrière. Vos frères et vos sœurs vont vous rattraper. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se laisser tomber.
Eh ben, c'est ce qui se passe dans une initiation maçonnique. Il se passe le même principe. C'est pas ça. Il y a aucune initiation maçonnique où on monte sur l'escalier et on tombe. C'est con, c'est bien, je trouve. Oui, c'est pas mal. Faut changer les trucs. Ça va donner des idées à certains. Mais une initiation, c'est le même principe. Ouais. Et si vous dites, écoutez, il faut tomber d'un escalier à 2 mètres, qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux qui savent? Ils vont s'entraîner, ils vont regarder 25 fois la scène et ils vont se préparer à tomber. Ils vont faire prépa, vont faire prépa franc-mac. Ouais, c'est ça. Et s'ils font prépa franc-mac, le jour où ils montent, eh bien, ils ne pourront jamais s'ouvrir. Voilà. Et on enlève la spontanéité, en fait. Et on enlève la spontanéité. Ça ne sert qu'à ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est comme si on disait à un catholique, faut arrêter avec la foi, t'es pas obligé de croire en un Dieu révélé. Et si on n'est plus dans une foi aveugle, on ne peut pas dépasser ce qui nous fait si peur à l'intérieur. Alors, Franck Foucret, on va bientôt se quitter. Déjà. On va, ben oui, ça passe vite, hein, vous savez. Il y a des élections présidentielles qui se profilent à l'horizon. On risque d'avoir, j'entendais encore François Bayrou hier sur Europe 1 dire qu'on risquait d'avoir au deuxième tour Marine Le Pen. Est-ce que, et c'est une question de Franck, le parti politique Front National dirigé par Marine Le Pen a-t-il beaucoup de dirigeants francs-maçons? Est-ce que vous le savez ou pas? Ils font partie des 1 sur 10 de l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas beaucoup à l'Assemblée. J'ai le listing des 180 000 maçons dans la poche. Je peux regarder mon petit agenda. Mais non, comment voulez-vous d'abord? En tout cas, vous, en tant que franc-mac, est-ce que vous avez déjà évoqué le cas de Marine Le Pen, par exemple? Alors, dans votre loge? Jamais, puisque nous, on ne parle jamais d'aucun autre sujet que un ami franc-maçon dans une autre loge. D'accord. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et puis chez nous, ça a été un problème. Ah. Mais oui, on a eu. Pourquoi? Parce qu'on a eu des membres élus du Front National dans notre loge. Ah. Oui, et puis on les a fait partir. D'accord. On ne peut pas continuer à travailler avec des gens qui défendent des thèses de la non-fraternité. D'accord. On ne peut pas être maçon, travailler au juste milieu et de l'autre côté défendre la différence et la séparation entre les gens. C'est impossible. La maçonnerie sert à rassembler. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est de dire l'autre est différent. L'autre n'est pas différent. L'autre est un reflet de moi. Voilà. Alors si l'autre est dangereux, c'est qu'il y a du danger en moi. Je travaille sur moi, pas sur l'autre. C'est ce qu'on travaille en maçonnerie. Donc, il existe des maçons qui adhèrent aux thèses du Front National, ça existe. Monsieur. Est-ce que Marine Le Pen en a? À ma connaissance de ce que j'ai vu à la télé, donc c'est pas le franc-maçon qui parle, mais le citoyen, il semblerait qu'il y en ait très proche d'eux. D'accord. Dont carrément son bras droit. D'accord. Qui sont des anciens maçons. Ah. Oui, parce que c'est difficilement compatible, la franc-maçonnerie avec les thèses de séparation et de division du Front National, c'est pas possible. Franck Foucret, on va se quitter. On arrive au terme de cette émission. C'était génial, hein. Donc voilà, je pense que vous avez été heureux d'avoir toutes ces réponses, toute la vérité de Franck Foucret. Quelle que soit la sienne, en tout cas, elle a eu le mérite d'être exposée sur BTLV, en toute sincérité, sans discernement, avec beaucoup de discernement, pardon. Lapsus révélateur. En tout cas, vous avez été nombreux à réagir également sur les réseaux sociaux, sur mon mail. La semaine prochaine, très important, j'aurai Charlotte Dornelas avec moi, journaliste à Boulevard Voltaire, spécialiste du dossier des chrétiens en Syrie. Notre entretien aura pour toile de fond migrants, à qui la faute? Voilà, c'est une question que j'ai envie de poser. Moi, j'ai quelques réponses, mais c'est surtout les siennes qui seront importantes. Donc, si vous voulez dès maintenant poser des questions à Charlotte Dornelas, vous pouvez me les poser, en tout cas lui poser, sur mon mail bob@btlv.fr. Merci à toute l'équipe de BTLV qui nous a permis de faire ce live en direct tous les mercredis. C'est ici que ça se passe, c'est le Café du Commerce. On a également Dan qui est le directeur technique, qu'on remercie pour tout ce qu'il fait, on l'appelle toujours quand il y a le feu, et il est bon pompier. Merci à Marc, merci à tout le monde, merci aux petits camarades de jeu là-bas derrière la régie, Mathieu et Max. Merci Franck Foucret, vous êtes toujours le bienvenu. Merci Bob, merci à toute l'équipe. Et je vous passerai toujours sur le grill. À bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Le live BTLV à suivre en son et en images sur btlv.fr.